Condamné à 20 ans de prison, Moussa Dadis Camara a bénéficié d'une grâce présidentielle le vendredi 28 mars 2025. Dans cette vidéo, nous revenons sur les moments clés de son parcours. À savoir le coup d'État du 23 décembre 2008, son règne tumultueux à la tête de la Guinée, le tragique massacre du 28 septembre 2009 et enfin la longue procédure judiciaire qui a conduit au verdict du 31 juillet 2024. Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Aujourd'hui, nous allons parler du coup d'État du 23 décembre 2008, orchestré par le capitaine Moussa Dadis Camara. Quelques heures après la mort du président Lansana Conté, ce putsch militaire a bouleversé le pays, promettant une transition vers la démocratie, mais plongeant finalement la Guinée dans la répression et le chaos. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce coup d'État, il faut d'abord remonter à la mort de Lansana Conté, le 22 décembre 2008. Pendant 24 ans, cet ancien général a dirigé la Guinée d'une main de fer. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1984, il a maintenu un régime autoritaire mêlant clientélisme et répression. Mais en 2008, son état de santé s'est fortement dégradé, maladies chroniques, soins à l'étranger, et sa succession n'est pas préparée. Officiellement, la Constitution prévoit que le président de l'Assemblée nationale, Aboubakar Somparé, prenne l'intérim. Mais dans les faits, Général Lansana Conté a verrouillé le pouvoir. Et l'idée que son fils Ousmane lui succède ne plaît pas à l'armée. Les dernières années de Lansana Conté sont marquées par une crise profonde. En 2006 et 2007, des grèves massives éclatent. La population réclame des meilleures conditions de vie, eau, électricité, éducation, dans un pays riche en ressources mais rongé par la pauvreté et la corruption. Ces mouvements sont réprimés dans le sang. Lansana Conté cède un peu en nommant un premier ministre de consensus, Lansana Kouyaté, mais le limoge rapidement en 2008. À sa mort, l'État est en faillite. Les clans se déchirent et l'armée, minée par des mutineries, est sur le qui-vive. C'est dans ce vide que Moussa Dadis Camara entre en scène. Le 23 décembre 2008, à peine quelques heures après l'annonce officielle du décès de Lansana Conté à 1h du matin, l'armée agit. Vers 7h30, le capitaine Moussa Dadis Camara, un officier jusque-là peu connu, prend la parole à la radio et à la télévision. Il annonce la suspension de la Constitution, la dissolution des institutions et la création du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD. Le lendemain, il s'autoproclame président. Pourquoi si vite? Parce que l'armée ne veut pas laisser la place à une succession civile. Aboubakar Somparé, président de l'Assemblée, tente bien d'annoncer la mort de Lansana Conté, mais il est trop tard. Les putschistes ont pris le devant. Qui est Moussa Dadis Camara? À 44 ans, il dirige la section carburant de l'armée, un poste stratégique qui lui donne une certaine popularité parmi les soldats. Il dira plus tard avoir agi pour éviter l'humiliation de Lansana Conté de son vivant, mais aussi par peur d'un règlement de comptes entre militaires. Ce coup d'État est donc autant un calcul personnel qu'une réponse à des rivalités internes.
Mais il révèle aussi une faiblesse structurelle. En Guinée, l'armée a toujours été un acteur politique dominant, prête à combler tout vide de pouvoir. Au départ, Moussa Dadis Camara joue la carte du sauveur. Il promet de lutter contre la corruption et d'organiser des élections libres d'ici fin 2010, sans se présenter. Le 27 décembre 2008, il rencontre les partis politiques, la société civile et les syndicats. Il réitère cet engagement. Les Guinéens, épuisés par des décennies d'autoritarisme, sont partagés. Certains y voient une rupture avec le passé, d'autres restent méfiants. La communauté internationale, via le groupe international de contact pour la Guinée, soutient cette transition, mais pose des conditions, à savoir pas de candidature de la junte et un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le 14 janvier 2009, Moussa Dadis Camara prononce un discours ambitieux. Réforme économique, modernisation de l'administration, moralisation de la vie sociale. Mais ce programme ressemble plus à celui d'un président élu qu'à une transition temporaire. Il nomme un premier ministre, cabinet Komara, un technocrate, mais sans réelle marge de manœuvre. Il place des militaires au poste clé. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, est mise sous tutelle de la junte. Très vite, le doute s'installe. Les premiers signes de rupture apparaissent dès avril 2009. Dans son discours de Boulevinier, Moussa Dadis Camara menace de se présenter si les partis politiques le critiquent trop. Face au tollé, il recule, mais le mal est fait. Il gouverne par ordonnance, concentre les pouvoirs. Il se met en scène comme un justicier anticorruption, dénonçant les élites en direct à la télévision. Mais cette lutte est sélective et populiste. Pendant ce temps, l'insécurité grandit. Les soldats, notamment les bérets rouges, commettent des exactions, vols, extorsions contre les civils. Le paroxysme arrive le 28 septembre 2009. Ce jour-là, les forces vives, partis politiques, partis d'opposition, syndicats, société civile, organisent un meeting pacifique au stade de Conakry pour protester contre une possible candidature de Moussa Dadis Camara. La réponse est brutale. Les forces de sécurité tirent à bout portant, violent des dizaines de femmes et laissent plus de 150 morts et plus de 1200 blessés. Ce massacre montre que Dadis Camara a perdu le contrôle de son armée. Il l'admettra lui-même. La transition promise s'effondre dans la violence. Après le massacre, la pression internationale monte. L'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO condamnent et imposent des sanctions, embargo sur les armes, gel des avoirs. Une commission d'enquête de l'ONU arrive en novembre 2009 pour établir les responsabilités. Mais le 3 décembre, tout bascule à nouveau. Bokar Toumba Diakité, chef de la garde rapprochée de Dadis, refuse de porter le chapeau pour le 28 septembre. Lors d'une confrontation au camp Koundara, il tire sur Dadis Camara, le blessant gravement à la tête. Évacué au Maroc puis au Burkina Faso, Dadis ne reviendra pas au pouvoir. Le général Sékouba Konaté prend alors l'intérim. Plus modéré, il signe la déclaration de Ouagadougou le 15 janvier 2010 avec Dadis Camara sous la médiation de Blaise Compaoré. Cet accord fixe une transition de 6 mois, sans candidature militaire, et aboutit aux élections de 2010, remportées par Alpha Condé. La junte de Moussa Dadis Camara s'éteint, mais elle laisse un pays traumatisé. Que nous apprend ce coup d'État? D'abord, il illustre la fragilité des institutions guinéennes. Dadis Camara a exploité ce vide, mais son pouvoir reposait sur la force brute.
pas sur une légitimité populaire ou un projet cohérent. Ensuite, il révèle des divisions internes de l'armée, rivalité, indiscipline et absence d'éthique professionnelle. Et enfin, il met en lumière une société guinéenne ambivalente, lasse de l'autoritarisme mais incapable de s'unir face à la junte. Les forces vives ont résisté mais trop tard. Ce putsch était loin d'être salvateur, mais opportuniste. Moussa Dadis Camara n'a pas cherché à refonder la Guinée, mais à sécuriser son pouvoir. Résultat, une transition pervertie marquée par la répression et l'improvisation. Face à cette violence liée au massacre du 28 septembre 2009, la communauté internationale réagit rapidement. Dès octobre 2009, soit 2 semaines après les faits, le 14 précisément, la Cour pénale internationale CPI ouvre un examen préliminaire pour évaluer la situation. Parallèlement, l'ONU met en place une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur ces exactions. Puis, en décembre 2009, cette commission publie son rapport et confirme que des crimes contre l'humanité ont été commis et pointe des responsabilités potentielles. C'est aussi à ce moment-là que Aboubacar Toumba Diakité, l'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, prend la fuite après avoir tenté d'assassiner ce dernier. Du côté guinéen, les autorités réagissent également. En janvier 2010, la Commission nationale d'enquête indépendante publie à son tour un rapport qui corrobore les conclusions de l'ONU, confirmant meurtre, viol et disparition forcée. Conséquemment, le 8 février 2010, 3 juges d'instruction sont nommés pour enquêter au niveau national, marquant le début d'un processus judiciaire interne. Mais les années passent. Et ce n'est qu'en décembre 2016 qu'une avancée notable survient. Aboubacar Toumba Diakité, en fuite depuis 2009, est arrêté à Dakar, au Sénégal, avant d'être extradé à Conakry. Quelques mois plus tard, en mars 2017, il est interrogé par les juges d'instruction. À cette période, le bureau de la CPI effectue sa 14e mission à Conakry pour évaluer les progrès judiciaires et s'assurer que la justice avance. Enfin, le 9 novembre 2017, une étape cruciale est franchie. Le dossier d'enquête est transmis au procureur du tribunal de Dixine et un comité directeur est créé pour organiser un futur procès. Le 28 septembre 2022, les autorités judiciaires guinéennes ouvrent enfin ce procès, longtemps retardé. Pour la première fois dans l'histoire du pays, 11 personnes, dont d'anciens ministres et un ex-président, sont jugées devant un tribunal national pour des violations massives des droits humains, à savoir le massacre de plus de 150 manifestants pacifiques et le viol de dizaines de femmes dans le stade de Conakry en 2009. Le 31 juillet 2024, le tribunal criminel de Dixine rend son verdict. L'ancien chef de la junte, Moussa Dadis Camara, ainsi que Moussa Kekboro Camara, Marcel Guilavogui, Blaise Gomou, Paul Mansa Guilavogui, Mamadou Aliou Keïta, Claude Pivy et Aboubacar Toumba Diakité sont reconnus coupables de crimes contre l'humanité. Parmi eux, Claude Pivy, en fuite au moment du verdict, arrêté plus tard, écope de la prison à perpétuité. Moussa Dadis Camara, quant à lui, est condamné à 20 ans de prison, tandis que les autres reçoivent des peines allant de 10 à 20 ans. D'ailleurs, il faut rappeler que 4 accusés sont déclarés non coupables de ces charges. Ce qui rend ce verdict exceptionnel, c'est la requalification des faits en crime contre l'humanité. Une décision qui reconnaît pleinement la gravité des actes, y compris les crimes sexuels.
8 mois après ce verdict, le 26 mars 2025 dernier, les autorités publient un décret annonçant la prise en charge des frais d'indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Le 28 mars 2025, un nouveau rebondissement. Dans un décret lu à la télévision nationale, le général Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis le coup d'État de septembre 2021, accorde une grâce présidentielle à Moussa Dadis Kamara.